Bienvenue dans La Licence sa marque, le podcast qui explore les coulisses du brand licensing et la manière dont les marques se déploient bien au-delà de leur activité d'origine. Aujourd'hui, direction l'une des courses les plus mythiques du sport automobile, les 24 heures du Mans. Créée en 1923 par l'Automobile Club de l'Ouest, cette course d'endurance est devenue bien plus qu'un événement sportif. Elle est une marque mondiale, un univers culturel et un symbole pour des générations de passionnés partout dans le monde. Mais comment transforme-t-on une légende du sport automobile en marque à succès en licensing ? Comment choisit-on les partenaires, les produits ? Et comment protège-t-on un patrimoine aussi fort ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Weders et François Brindeau, l'équipe de Choc qui pilote le licensing de la marque des 24 heures du Mans. Bonjour Sandrine, bonjour François. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans cet épisode de La Licence sa marque. Merci de nous accueillir. Je suis ravi que vous soyez là. On va prendre un petit moment pour que vous puissiez vous présenter et expliquer quel est votre rôle au contact de la marque des 24 heures du Mans, cette marque patrimoniale et très belle marque. Je commence. Donc moi, je suis Sandrine Weders. Je travaille à l'Automobile Club de l'Ouest, qui est propriétaire de la marque, notamment 24 heures du Mans, depuis maintenant 15 ans. J'ai une formation à la base juridique, et puis j'ai développé des compétences commerciales, qui fait que j'arrive avec tout ce panel-là au sein de l'activité licence depuis maintenant 2017, donc ça fait quand même quelques années, effectivement. Et François Brindeau, j'ai fêté ma 10e année à la CO cette année, sur deux métiers principaux que sont la licence et le merchandising, mais en réalité le dénominateur commun là-dedans, c'est la marque. Et voilà, plus un certain nombre d'activités dans l'entreprise, puisque on est dans une société qui fait beaucoup de choses. Bon, et vous avez la chance de travailler sur une très belle marque qui représente un petit bout d'histoire, tout simplement, une marque patrimoniale. Qu'est-ce que ça donne comme responsabilité au quotidien de travailler sur une aussi belle marque ? Alors nous, on aime dire qu'on est gardien du sens. On est 300 collaborateurs où on doit faire vivre un événement, mais bien plus qu'un événement, cette marque, tout au long de l'année, faire perdurer des émotions qui ont lieu... qui se focalise en juin, certes, mais tout le monde part avec un bout de l'histoire, il doit se l'approprier et la partager après auprès de son entourage. Donc, nous, on aime à dire qu'on est gardien du sens, on partage ses valeurs, on partage l'ADN de nos prédécesseurs, et puis on les colporte auprès de nos futurs successeurs. Oui, moi j'ajouterais juste qu'on est un peu dans un rôle de transmission de ces 100 dernières années, probablement un lien vers les 100 prochaines. Et il y a une responsabilité parce qu'en effet, c'est un patrimoine. Donc c'est tout ce poids au sens positif quand même du terme, de l'histoire, mais au service des 100 prochaines années. Donc on a un rôle du sens, on a un rôle du faire savoir, du faire connaître. Et puis il y a une partie aussi exploitation revenu qui est conséquente. Donc c'est tout ça mêlé. Et faire vivre une marque événementielle, même si elle existe depuis un siècle, qu'est-ce que ça impose en termes d'activité pour essayer justement d'étirer au maximum l'intérêt que les gens peuvent porter à la marque tout au long de l'année ? On est un des maillons de la chaîne de la diversification de cette marque. L'événement reste le cœur de notre activité. L'Automobile Club de l'Ouest, son métier, c'est d'organiser des événements majeurs dans l'enceinte du circuit ou sur d'autres circuits, puisque sans migrer vraiment sur une partie sport pure, on est aussi promoteur du championnat du monde d'endurance. Donc on tourne partout sur la planète, pour faire simple. Plus des championnats en Asie, en Europe évidemment, et mondial. Mais en fait, le rôle de la marque, de cette marque événementielle, c'est de dépasser les frontières du circuit. Donc il y a ce socle d'activité qui est vraiment le cœur métier de la CO. Et après, il y a plein d'autres piliers que sont le patrimoine à travers son musée, la gestion de ses collections, les partenariats à travers toutes les notions de sponsoring sportif et de partenariat sportif avec l'Automobile Club de l'Ouest. Évidemment, il y a d'autres activités, de la formation, de l'école de pilotage. Et nous, on s'inscrit dans ce schéma-là, à travers la licence, comme média principal pour faire vivre la marque de façon plus distante de l'événement sportif à part entière, et sur un rayonnement plus large et sur des catégories, des réseaux qui ne sont pas la vocation première des 24 heures du Mans, mais qui demeurent complètement légitimes en revanche. Et si tu devais un petit peu donner les données clés
pour résumer le programme de licence des 24 heures du Mans aujourd'hui? Si je dois le résumer en chiffres clés, en données clés, c'est plus d'une centaine de contrats actifs. C'est une moyenne d'ancienneté de 9 ans de nos partenaires licenciés. Ça traduit quand même un attachement, 1, au programme, 2, à la qualité de ce qu'ils arrivent à faire avec nous, et au ROI aussi qu'ils trouvent dans leur relation avec nous. Et ça exprime aussi des renouvellements de contrats sur une durée aussi longue? On a des contrats en moyenne qui sont d'une durée de 3 ans, donc 9 ans d'ancienneté moyenne, ça fait 3 renouvellements moyens par contrat. Donc là, on est quand même très dans la donnée chiffrée, mais après, c'est plus d'une centaine de pays qui sont couverts à travers le monde dans des activations de produits. C'est des réseaux de distribution, que ce soit du réseau traditionnel, luxe, GSA, GSS, mass market ou comment dire, spécialistes qui sont opérés à travers ces contrats de licence. Dans la richesse de ce programme-là, parce qu'on peut dire 100 licenciés, c'est quand même énorme, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on arrive à travailler avec une marque qui exprime pleinement une dualité. On parlait d'histoire, mais elle est résolument moderne. On parle d'un aspect profond, avec des valeurs profondes, ancrées depuis 1923. Mais pour autant, on parle aussi d'innovation au quotidien et on le parlait très rapidement, mais de l'innovation à 2030. Donc en fait, on a toujours des histoires à raconter et ces 100 licenciés expriment des histoires qui sont pleinement différentes tout en étant complémentaires. Vous arrivez à faire en sorte qu'elles s'expriment dans des réseaux de distribution qui ont des positionnements très différents. Oui. De la grande distribution au luxe. Oui. C'est quand même un bel écart. Il y a deux façons de le voir. La première façon, et qui n'est pas la bonne, ce serait de dire on va un peu manger sur tous les territoires. Et ça, c'est ce qu'on appellerait presque... récemment, on a nommé ça la cardinalisation de la marque. Et je pense que ça exprime assez bien les erreurs, l'écueil dans lequel on peut tomber en allant s'éparpiller un peu partout. Donc moi, je le traduirais d'une autre manière chez nous, c'est-à-dire c'est la capacité à faire vivre cette marque sur des réseaux qui sont résolument différents, mais toujours en conservant un sens à ces collaborations-là. Je dirais aussi qu'on s'est interdit d'aller sur certains réseaux, qu'on s'est interdit certaines collaborations parce qu'elles n'apportaient rien ou parce qu'on n'avait rien à raconter. On perdait la légitimité à y aller. Et du sens, tu parlais des gardiens du sens. Complètement. Et en fait, on a une dualité histoire-modernité. On s'adresse à un public qui peut être parfois novice ou grand amateur de sport automobile. Dans le sport automobile, on a les grands fans de l'endurance, mais on a les amateurs du sport automobile en général, on a les amateurs du sport. Enfin, il y a énormément de données d'entrée qui font qu'on peut aller s'exprimer avec des acteurs du luxe sur des marchés entre guillemets de niche, et on peut aller s'exprimer avec des acteurs beaucoup plus mainstream sur du mass market, en respectant les territoires d'expression de tous nos partenaires. Sans cannibalisation. Sans cannibalisation. Il faut que chacun soit à l'aise quand on commence à collaborer ensemble. Chacun trouve sa place et avec du sens vis-à-vis, non pas, c'est pas tant le sens entre nous, c'est le sens vis-à-vis du client final. Bien sûr. Et tu évoquais tout à l'heure la présence internationale qui est très importante. Est-ce que vous avez des stratégies en fonction des marchés internationaux ou finalement vous appliquez un ADN très universel? Là-dessus, on écrit une feuille de route en fait, sur 3 à 5 ans. On est dans le métier de la licence, il faut être curieux. Donc, on est vraiment à l'écoute de différents marchés, des différents territoires, pour qu'on puisse en fait écrire cette feuille de route de manière anticipée, bien évidemment, mais très précise. Adaptée. Exactement. C'est se tromper de se dire je vais aller sur un territoire où il n'y a aucune appétence sur notre histoire, aucun lien avec notre histoire, ou aller avec son bâton de pèlerin serait en fait inapproprié parce qu'il n'y aurait pas de caisse de résonance sur le marché qu'on vise. Donc il faut s'adapter, il faut aussi se dire qu'on a une marque qui est centenaire, donc chaque bloc continental s'approprie les 24 heures du Mans avec un point de vue qui est totalement différent. Et dans l'écosystème économique du Mans, où est-ce que vous positionnez le merchandising, le licensing? Est-ce que c'est un outil marketing? Est-ce que c'est un revenu supplémentaire? Ou est-ce que c'est vraiment un levier stratégique? C'est sans le moindre doute un levier stratégique. C'est une activité, la licence, c'est une activité qui a une quinzaine d'années maintenant, à la CO.
Ce qui traduit aussi au passage le fait qu'il ne faut pas être court-termiste sur ce type d'activité. Il faut voir le long terme, il faut définir des territoires clés, des secteurs clés, et puis petit à petit, faire grossir le sujet. Aujourd'hui, c'est un levier stratégique. 1, de rayonnement de la marque. 2, de revenus complémentaires à ces piliers d'activité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est même un média. C'est un média. C'est pas une variable d'ajustement, en tout cas. Mais ça, oui. En fait, on a coutume de dire chez nous que la marque demeure quand même le joyau de la couronne. Quand les pilotes viennent au Mans, quand les spectateurs viennent vivre une expérience au Mans, ils parlent des 24 heures du Mans. On ne parle pas d'une course auto, on ne parle pas de sport auto, on parle des 24 heures du Mans. Donc c'est finalement le point cardinal. Le traitement qu'on en fait à travers le contrat de licence s'inscrit dans la stratégie globale qui converge entre le marketing sportif et la marque en tant que telle. Donc c'est sans le moindre doute un levier stratégique. Oui. Sandrine, si tu devais résumer en 3 mots ce qu'exprime la marque des 24 heures du Mans, ce seraient lesquels? Alors il y a beaucoup de choses, c'est difficile de résumer, mais pour moi c'est une marque qui est iconique. Elle parle à tout le monde en termes d'émotion, donc très émotionnelle. Et à la fois elle est fédératrice. Elle est fédératrice entre les générations et entre les nationalités. C'est assez peu commun de se rendre compte que toutes les barrières culturelles peuvent sauter parce que cette émotion est présente et en fait c'est très humain. Donc voilà, c'est une marque qui est profondément humaine. Est-ce qu'il existe une grammaire implicite à la marque des 24 heures du Mans que finalement chaque licencié comprend assez instinctivement? Ce qui est certain, c'est que les valeurs, c'est le fondement de la collaboration. Donc effectivement, cette grammaire autour des valeurs que sont les 24 heures du Mans doivent avoir une appétence qui se retrouve dans le développement de la collaboration, des produits et de la communication qui sera faite autour. Donc voilà, pour moi, le champ grammatical est déjà autour de cette valeur. Si on veut un peu préciser ce que vient de dire Sandrine, en fait, quand on approche pour la première fois une marque ou un prétendant à la licence, quel que soit si c'est de l'entrant ou une démarche de prospection, les premiers rendez-vous ne vont que très rarement adresser une notion de business. J'ai envie de dire, la dimension revenu, elle ne rentre pas en ligne de compte dans les premiers échanges. Et c'est là où la grammaire devient importante. C'est-à-dire que deux marques se rencontrent, on ne parle pas de sous, on parle de quoi? Et on va parler très vite de valeurs. D'émotion. D'émotion, de leadership, de passion, de performance, d'innovation, on a parlé de transgénérationnel. Il y a énormément de mots-clés qui doivent trouver une résonance mutuelle entre nous. Et je les ai cités, performance, innovation, leadership, créativité. Après, c'est des formules, bouger les lignes, étonner le marché, surprendre. Enfin, c'est plutôt un nuage de mots qu'une grammaire, mais je pense qu'on a répondu à la question. Tout à fait. Et puis dans ce qu'incarne la marque des 24 heures du Mans, il y a forcément beaucoup d'histoires, avec des pilotes, des machines, des exploits, des performances incroyables. Comment est-ce que vous arrivez à embarquer toute cette charge historique au niveau des performances dans ce que les produits expriment? Parce qu'il y a un storytelling forcément derrière tout ça. Et justement, donc c'est toute notre... ce sont des bons problèmes. C'est qu'on a énormément de matière. De matière en termes d'histoire à raconter et de matière en termes d'assets. Choisir, c'est renoncer. Donc on a fait le choix sur certaines années de privilégier des anniversaires, de privilégier des histoires plutôt que d'autres, et de travailler sur des contenus qu'on met à disposition de nos licenciés. Donc pour un petit peu matérialiser tout ça, eh bien, on a un brand book qu'on met à disposition de tous nos licenciés qui racontent justement ces histoires de marque et qui définissent les territoires d'expression, comment est-ce qu'on l'exprime à travers la marque, quels sont les éléments forts qui matérialisent ces valeurs dont on a parlé. Donc ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des halos de lumière, des effets de vitesse, de la vibration, enfin il y a énormément de choses. Après on a un cahier de style qui vient enrichir toute cette démarche-là. Ce cahier de style, c'est des inspirations. Donc
ça peut être exploité par des designers automobiles et en même temps par des designers textiles, par des gens qui font de l'accessoire, du jouet. Donc on va adresser à travers ce cahier de style, dans différentes thématiques, un ensemble de contenus qui vont alimenter, susciter la créativité des bureaux de design et de dessin. Et après, j'allais dire cerise sur le gâteau, on a une iconographie qui est hors norme. À commencer par maintenant les 103 ou 104 affiches dont nous sommes aussi propriétaires et qui peuvent venir illustrer des développements liés à certaines périodes de la course, du circuit. Donc ces affiches, on a aussi une iconographie, donc des photos. On a 100 ans de photos dans un fonds photo qui est géré, administré et qui vient aussi alimenter des contenus. Avec les droits disponibles pour les produits sous licence. Et aussi des vidéos, des contenus vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup de photographes, beaucoup de vidéastes. Et après, de façon un petit peu plus ponctuelle, on va aller chercher des contenus très spécifiques qui peuvent s'appuyer sur des apports d'une marque, des apports d'un partenaire. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que notre collaboration, voilà, on trouve un fil conducteur et on entraîne notre partenaire dans une immersion totale. Auprès des sachants aussi, on a un service patrimoine qui les accompagne avec des maîtres conférenciers pour dire, voilà, on a identifié cette histoire, qu'est-ce qu'on peut creuser ? Aller jusqu'au petit détail qui pourra faire toute la différence par rapport à la création d'une collection. On a aussi nos équipes sur la piste qui nous ouvrent les portes de l'enceinte pour qu'il y ait des shootings, pour qu'il y ait aussi l'immersion du client avec une projection du produit dans son environnement. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable plus parce qu'on se rend compte de toute façon qu'on parlait d'émotion tout à l'heure, le client doit vivre une émotion et se projeter. Donc, il n'y a rien de mieux que de venir sur le circuit, pendant ou hors de l'épreuve, pour créer tout cet environnement-là. Et est-ce que vous proposez plusieurs univers dans vos cahiers de style ? Complètement. Oui. On va traiter d'univers. Alors, pour ne trahir aucun secret, on est en pleine refonte du cahier de style. Non pas que l'ancien n'était pas bien, mais qu'il faut le faire évoluer les choses, donner un peu des matières nouvelles à nos partenaires, actuels comme nouveaux. L'idée est de renouveler les contenus qui sont exploitables et on les traite avec différentes thématiques. Pour en citer que deux, on a ou trois. Évidemment, on traite un peu la légende et l'histoire à travers sa représentation, parce qu'elle est indissociable de notre parcours de marque. On traite de la modernité, évidemment, dans son aspect course moderne, performance. Et puis, on traite aussi d'une singularité du Mans, c'est le jour et la nuit qui peuvent donner des choses très visuelles et qu'on essaie de traduire au mieux dans ce cahier de style. Est-ce que vous diriez qu'une fois que vous aurez clos cette refonte, est-ce que vous pensez qu'il existe encore des terrains d'expression inexplorés par la marque ? Là-dessus, depuis 15 ans que l'activité existe, on voit que ça évolue. Donc, le premier cercle a été de traiter les marques très captives autour de notre univers. On peut citer Motul, avec qui on travaille depuis 15 ans. On peut citer les jeux vidéo comme Gran Turismo qui nous accompagnent. Spark aussi sur la partie miniature. Et puis petit à petit, en fait, par système de ricochet, on a pu travailler avec des marques de moins en moins captives. Donc on parlait du textile. Aujourd'hui, on travaille avec Kappa, qui est notre habilleur officiel. On travaille avec des marques qui évoluent uniquement dans leur territoire américain, notamment. Effectivement, nous, dans notre feuille de route, on veut élargir de plus en plus. L'idée est qu'on veut pouvoir partager l'expérience du Mans au-delà de juin, au-delà de notre enceinte. Et donc, des discussions sont en cours sur le location-based experience. Comment avoir peut-être un pop-up store en Corée qui vous fait vivre la course d'une manière un petit peu différente. C'est parler aussi de la haute couture qui s'approprie la thématique motorsport avec la reine de l'endurance que représente la marque 24 heures du Mans. Il y a d'autres sujets aussi qui... Oui, on pourrait aussi citer l'exemple d'une collaboration qu'on a fait avec Roblox l'année dernière pendant les 24 heures du Mans, où on est allé matérialiser le circuit sur la plateforme à travers un partenariat avec Speedway. Okay. En fait, on a donné la possibilité à des joueurs de vivre le Mans sans être au Mans à travers cette plateforme. C'est à la fois la continuité du jeu vidéo qui est quand même chez nous très mature,
ce qui n'a rien de négatif, hein, la maturité, évidemment, mais qui nous permettait de continuer sur un aspect un peu Web3, métaverse. C'était un premier pas, on n'a pas dit notre dernier mot sur le sujet. Ça prouve la volonté de moderniser et de faire évoluer la marque aussi, Oui. de l'inscrire dans son temps. Et c'est l'illustration parfaite on n'a pas encore parlé d'audience, on a parlé de territoire, on a parlé de rayonnement, mais évidemment, la finalité, c'est de rendre cette marque exposée ou accessible à des audiences qui ne sont pas des audiences dites captives. Donc le public, Roblox, c'est un public de 15-20 ans. Moitié garçon, moitié fille. Toucher des jeunes filles de 15 à 20 ans avec du sport auto 24 heures du Mans pendant la... il faut juste trouver les bons axes. Et Roblox, typiquement, répond parfaitement à cette stratégie de toucher des audiences non captives. Et de renouvellement aussi, puisqu'il faut préparer l'avenir. Complètement. En fait, le cadre, on aime sans cesse le repousser avec cette boussole qu'on a pu exprimer, hein, nos valeurs, notre histoire. Des fois, il faut faire un peu de pédagogie en interne, porter les projets. Roblox a été un très bon sujet puisque c'est assez nouveau pour nous. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et effectivement, on revient avec des chiffres qui sont colossaux dès une première journée. Donc, on était à 8 millions d'impressions pour une première journée. Donc, ça dépasse absolument toutes nos attentes. Voilà, c'est aussi ça, notre métier, c'est ne pas avoir peur de repousser un petit peu les frontières, garder un cap important. Et à l'inverse aussi, se dire qu'il y a des collaborations sur lesquelles on n'ira jamais. Nous, depuis toujours, on s'interdit de faire des collaborations autour de l'alcool parce que ça ne va pas avec ce que François a évoqué, notre école de pilotage, la formation à la sécurité qu'il y a. Les voitures qui prennent le départ des 24 heures sont porteuses d'innovation pour les voitures de monsieur et madame tout le monde. Donc, on ne peut pas faire des produits qui sont aux antipodes de ce que nous faisons au quotidien. Pour les fans des 24 heures du Mans, la course reste une sorte de rite annuel. Comment est-ce que vous faites pour permettre de prolonger un petit peu ce moment qui est attendu chaque année, cette expérience, ces émotions qui sont vécues sur un temps assez court, à travers toute votre stratégie? Ça passe évidemment par les produits, mais il faut donner un petit peu d'âme à... Alors, c'est une stratégie globale d'entreprise. On a aujourd'hui un outil formidable qui s'appelle les réseaux sociaux, qui permettent de tirer le fil et de rester en contact avec tous nos fans, qu'ils soient des fans absolus ou des fans juste d'un temps ponctuel dans l'année. Donc, on maintient le fil à travers toutes nos publications, et ça passe par un travail sur l'intérêt qu'on y pousse, les points d'intérêt. Après, on a développé aussi une appli dans le cadre de l'événement qui permettra aussi de dérouler un peu le fil et de continuer à communiquer avec notre communauté. Et j'ai envie de dire, dans cette stratégie, même s'il y a encore plein d'autres choses, hein, sur des aspects plutôt communication, on a la stratégie de marque et la stratégie produit. La stratégie de marque, c'est celle qui va nous permettre d'exposer la marque, comme je disais tout à l'heure, à des audiences qui sont plus éloignées, soit de notre cœur de métier, que sont la course automobile pendant les 24 heures du Mans. Donc on expose cette marque, et là je reviens à tout ce qu'on s'est dit, nos territoires clés, des catégories d'articles, des réseaux de distribution qui sont pas innés dans notre activité. Et puis il y a le produit. Le produit, c'est souvent le dernier contact qu'on a physiquement quand on vient sur le circuit, parce qu'on finit toujours par un achat souvenir. Alors, le résumé au goodies, c'est pas bon, parce qu'en réalité, que ce soit les 24 heures du Mans ou tous les grands événements sportifs ou culturels, on a dépassé le stade du goodies. Évidemment, vous allez dans tous les festivals, dans tous les clubs de foot, vous trouvez toujours le mug, le porte-clés, l'écharpe, etc. Mais finalement, aujourd'hui, les outils, le merchandising ou la licence ont dépassé ce stade du goodies. Son vecteur de valeur, son vecteur de qualité, il y a une valeur perçue. En fait, c'est souvent le dernier contact avec l'événement, avec la marque, et c'est souvent le premier contact qu'on a à la maison avec cette marque. Donc il faut qu'on perpétue cette valeur perçue, il faut qu'on perpétue le contact à la marque de manière la plus qualitative possible. Donc comment on le traduit ? Eh bien, on le traduit à travers une démarche de vente auprès de nos visiteurs, à travers nos boutiques officielles, à travers nos sites web, à travers les réseaux de nos partenaires licenciés.
Et évidemment, tout ça est fait dans une organisation assez chirurgicale, où on arrive à compléter une offre globale qui adresse une grande majeure partie de nos visiteurs et des moins captifs à travers le produit de licence ou le produit qu'on peut aussi développer en propre. Je voulais juste compléter ce que disait François, parce qu'il y a aussi des produits développés sous licence qui sont la première porte d'entrée à notre événement et à notre marque. On peut citer comme exemple Gran Turismo, où des jeunes jouent sur les simulateurs, sur leur console. Les jeux vidéo. Il y a aussi des familles qui regardent des programmes audiovisuels. On a eu Le Mans 66, on a eu Gran Turismo le film, et qui se disent « Ah, ok, il y a quelque chose de sympa à aller découvrir autour de cette marque. Allons voir les 24 heures du Mans en réel. » Donc, à la fois, le produit peut être un souvenir avec lequel on part, mais ça peut être aussi un point d'entrée pour venir nous voir. Ça, c'est vraiment toute la richesse du merch et de la licence. Un premier contact. Exactement. Et sur le jeu vidéo, quand on voit le nombre de jeux vidéo, parce qu'on ne peut pas faire de publicité pour une seule marque, c'est pas le but de faire de la publicité, mais on parle Gran Turismo, on pourrait aussi parler de Forza, qui est quand même un énorme jeu vidéo. Et Le Mans Ultimate, qui est un jeu qui est opéré par la CO avec Motorsport Game, et qui prouve une fois de plus que c'est un point de contact qui est hyper important pour nous. Et qui peut être un préalable à la visite. Une première expérience sur un public plus jeune aussi. Oui. Et d'ailleurs, le film Gran Turismo exprime bien ça. C'est l'histoire de Sim Racer qui se retrouve finalement sur le podium des 24 heures du Mans, ce qui est une histoire vraie. C'est une belle histoire et en effet, c'était un premier contact. Très juste. Et, on parlait des fans. Les fans sont des gens passionnés. Les gens passionnés sont des gens exigeants. Est-ce que ça donne un peu plus de responsabilité ou ça met une pression supplémentaire lorsqu'on développe des gammes de merchandising et des programmes de licence pour des gens très exigeants? Indéniablement. On parle souvent, nous, de... vous savez, les grands événements sportifs, les grandes marques culturelles, voire même les grands artistes, ils n'ont pas d'autre légitimité que de rendre les produits premium. Parce que, par respect pour nos partenaires, pour nos clients, fans, très attachés à l'événement, donc très attachés à la marque, et on n'a aucun intérêt d'ailleurs à faire des produits ou à dealer des contrats de licence qui seraient pas en corrélation avec cette recherche de qualité et d'excellence. C'est tout à fait le bon terme. Ça nous met quoi comme pression ? Eh bien, ça nous impose sur la partie merchandising, de bien travailler avec les bons fournisseurs, dans les bons sites de production, avec les bons produits. Ça nous impose d'être excellents dans la description des produits que nous souhaitons, dans leur développement, dans leur suivi, dans leur qualité, dans leur livraison. Et sur la partie licence, ça nous impose de travailler avec les top marques de chaque catégorie. C'est pas plus compliqué que ça. On n'a aucune légitimité à aller travailler avec des marques qui ne seraient pas alignées sur la recherche d'excellence. Donc, pour ne citer que des exemples, on a fait une très belle collaboration avec Esté Dupont sur la partie écriture. Quelle autre plus belle marque que Esté Dupont sur l'écriture de luxe ? On a fait une très belle collaboration avec Smeg sur une partie électroménager. Et Smeg incarne cette excellence et en même temps un style italien qui est tout à fait raccord avec notre ADN. C'est une marque qui transpire la qualité aussi. C'est une marque qui transpire la qualité et avec laquelle on se sent complètement légitime dans l'attaque de marché parce qu'on est dans une surprise produit et pas dans une surprise sur la qualité du produit. Il y a une richesse de contenu qu'on peut aborder sur la partie édition qu'on travaille sous licence, qui permet d'adresser un public ultra passionné, focus sur peut-être 1 ou 2 années des 24 heures du Mans. Donc on a le souci du détail, d'aller vraiment piocher. On parlait d'iconographie, des photos un petit peu inédites, parce que ces personnes-là ont un petit peu toute la galaxie de produits qui est possible. Donc il faut aussi pouvoir adresser avec du contenu hyper spécifique pour entretenir cette passion. Et en parallèle, il faut pouvoir leur proposer des ouvrages, on va dire, plus accessibles pour qu'eux-mêmes partagent et dépassionnent un petit peu cette passion qu'ils ont en proposant notamment des ouvrages ou autres à
à leur univers proche, de amis, famille. Aussi. Donc c'est une pierre supplémentaire à la dualité. Comment adresser l'ultra passionné et l'ultra novice. Donc c'est très passionnant. Je me posais une question par rapport à la notion d'endurance, qui est évidemment au cœur de l'événement. Est-ce qu'il y a des produits qui embarquent particulièrement bien cette dimension ? Très clairement, pour moi, les séries limitées de voitures répondent un petit peu à cette question, puisque ce sont des constructeurs qui sont engagés auprès de nous depuis la première édition, qui veulent célébrer un anniversaire, leur lien avec les 24 heures du Mans, et qui proposent des séries limitées d'exception ou un petit peu plus grand public depuis des années. Et voilà, c'est vraiment l'endurance mise à l'épreuve pendant les 24 heures du Mans et que vous pouvez retrouver dans des voitures du quotidien. Et est-ce que vous développez la dimension collection ? On sait que les fans sont capables de collectionner sur des temps très longs et beaucoup. On a la chance d'avoir des clients qui sont extrêmement fidèles, pour ceux qui sont parmi les plus fans. Et j'ai envie de dire, quasiment tous les produits qui portent la marque 24 heures deviennent presque des collectors. Pour répondre de façon un petit peu plus précise, on a des séries de produits sous licence ou développés dans le cadre de notre programme de merchandising qui ont une récurrence d'existence d'année après année. Ça peut être des produits millésimés à l'effigie de l'affiche de l'édition. Ça peut être des contenus éditoriaux un peu encyclopédiques ou des contenus qui sont liés à l'événement. On édite tous les ans avec Sophia Édition un ouvrage annuel qu'on appelle l'annuel. Donc tous ces produits qui ont une existence récurrente deviennent des collectors. Et on a même des clients qui achètent parfois en double les produits, un pour le garder sous film et un pour l'utiliser. Ça va même jusqu'au programme officiel de l'épreuve. On a encore un programme papier parce que nos clients nous demandent un programme papier. Et ce programme, ce n'est pas des papiers qu'on retrouve après sur eBay ou dans les caniveaux, parce qu'en plus on est très vigilant là-dessus, évidemment. Mais ce sont des produits qui deviennent collectors. Et au Mans, mais pas que, on a un volume de clients qui ont chez eux des pièces dédiées aux produits 24 heures du Mans. On citait tout à l'heure Spark avec les miniatures. Ce sont vos meilleurs archivistes, finalement. Alors, archivistes, je ne sais pas, en tout cas, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Parce qu'ils témoignent à travers cette consommation-là d'une passion pour la marque. Et sans nul doute que cette pièce dédiée aux 24 heures est l'endroit à montrer à la famille, aux copains, etc. Ce qui est très étonnant à chaque fois, ce qui nous étonne, c'est... tout le monde a un lien avec les 24 heures, de près ou de loin. À chaque fois qu'on a pu arriver, parler de la marque, c'est ah oui, je suis venue quand j'étais jeune, j'ai un souvenir devant la télé d'un moment familial. Donc c'est quelque chose qui est en France, certes, mais pas que. Dans le cadre des voyages qu'on peut faire, quand vous indiquez je suis du Mans, les personnes ne savent pas trop. Les 24 heures du Mans, ça parle beaucoup plus. Et de suite, on a cette petite anecdote. Alors, elle n'est pas forcément précise, mais il y a cette idée qui trotte, et elle est présente en tout cas. Donc, un souvenir, une émotion, quelque chose. Exactement. On a fait, en 2023, on a fêté le centenaire des 24 heures du Mans, donc la première course 1923, centenaire 2023. Donc, on a travaillé sur énormément de contenu audiovisuel, on a fait un documentaire, qui a été diffusé en France sur l'équipe et partout dans le monde. On a travaillé sur des encyclopédies, on a mis à contribution des pilotes, on a mis à contribution des teams, des team managers, des patrons d'industrie automobile, et on a mis à contribution des spectateurs. Et en fait, il y a des Madeleines de Proust partout autour du circuit, partout. Il y a ce côté transgénérationnel, il y a des odeurs, il y a des sons, il y a des levées de soleil, il y a des couchers de soleil, il y a des rencontres. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur un volume de bénévoles très important, parce que les grands événements n'existent pas sans bénévoles. Nous, nos bénévoles, ils sont très très nombreux sur la partie commissaire de piste. Je crois que c'est 2500 sur les 24 heures du Mans, 2500 à 3000 bénévoles, rien que sur les commissaires. Et en réalité, il y a des histoires de famille dans les commissaires. Il y a des commissaires étrangers qui viennent de l'autre bout du monde, qui tous les ans viennent sur le même poste commissaire. Il y a des filiations qui se sont créées dans les commissaires. En fait, ça signifie quelque chose de participer. Voilà, ou de il y a voir, un sentiment d'appartenance qui est très très fort.
et qui dépasse, une fois de plus, le cadre du circuit, qui dépasse le cadre de la ville du Mans, qui dépasse le cadre de la région ouest de la France et qui est partout dans le monde. Ça, c'est une des forces aussi des 24 heures du Mans et de sa marque, c'est de fédérer, quelles que soient les origines. Et il y a quelque chose de très... Il y a un mélange même social au sein de l'épreuve. Vous pouvez avoir... Il y a mille et une façons de vivre l'épreuve. Vous pouvez venir en transport en commun, loger chez l'habitant et venir avec votre sac à dos sur le bord de piste. Puis vous pouvez venir en jet privé, avec votre véhicule livré sur place, venir vivre ça à travers des expériences VIP qui sont hors normes. Mais à un moment, ces deux personnes regardent dans la même direction, vivent la même émotion, et c'est OK, quoi. Partagent la même passion. Ça n'a échappé à personne que les Jeux Olympiques récemment au JO Paris 2024 ont généré des images en tribune d'une ferveur dingue. On dit que le sport rassemble. Eh bien, finalement, les 24 heures du Mans n'échappent pas à ça, avec un petit truc en plus, c'est cet héritage des 100 dernières années qui, en plus, amène non pas une ponctualité de l'événement, mais quelque chose... c'est magnifique. Ouais, c'est complet. Généralement, on dit qu'une bonne licence ne se contente pas de vendre un produit, elle transmet quelque chose de la marque. Vous avez déjà répondu à travers nos échanges, mais si vous deviez vraiment appuyer sur ce que transmet immédiatement un produit 24 heures du Mans, quelle que soit la catégorie. C'est une immersion. On est très attaché à l'émotion multisensorielle. C'est vraiment cela qui doit prédominer. C'est toucher la légende du Mans d'une façon ou d'une autre. Et on a un peu évoqué le sentiment d'appartenance, mais en se portant acquéreur d'un produit Le Mans, quel qu'il soit, on s'offre un petit bout de la légende et un petit bout de l'expérience. Une fois de plus, la marque 24 heures du Mans, les 24 heures du Mans sont une expérience. Ça va au-delà d'une simple course automobile. C'est une ambiance, c'est un rassemblement. Certains parlent de communion dans nos collègues. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Le produit s'inscrit complètement là-dedans. On sait que sur les événements sportifs, généralement, il peut y avoir une friction ou des zones de friction entre le sponsoring, le merchandising, le licensing. Comment est-ce que vous gérez les interactions entre ces problématiques? Déjà, dans notre organisation, on est très proche des équipes marketing. Donc, ce qui veut dire qu'on est très à l'aise pour parler de territoire d'expression, d'exclusivité, voire même parfois de consensus. Donc ça, il n'y a pas de friction au sens précis du terme, ça ne frotte pas réellement. On arrive à faire coïncider les choses. Sur le plan, comment on gère un partenaire par rapport à un licencié, eh bien, on a certains licenciés qui ont une double casquette. On a parlé de Kappa tout à l'heure. Kappa est un partenaire et en même temps un licencié. Et après, on a le souci permanent de faire cohabiter nos partenaires et nos licenciés pour que soit les réseaux de distribution, quand on parle de réseaux de distribution, soit les territoires géographiques, quand on parle de territoires géographiques, soit les catégories d'articles, soient systématiquement respectés, en privilégiant évidemment les partenaires marketing, qui restent quand même les top partenaires de notre activité, de notre écosystème. Mais j'ai envie de dire, je reviens à une notion, c'est de l'organisation, c'est de la stratégie, et c'est faire en sorte que tout le monde parvienne à s'exprimer. Donc, on arrive à le faire coïncider de cette manière-là. Et si on va parler un petit peu de licensing au sens large, si vous deviez transmettre un conseil à une marque qui voudrait se lancer dans les licences, est-ce qu'il y aurait une erreur commune à éviter ou au contraire quelque chose sur lequel il faut appuyer pour partir du bon pied? Chacun notre conseil. Pour moi, il faut connaître extrêmement bien sa marque pour pouvoir la porter à l'extérieur. C'est son histoire, certes, c'est la propriété intellectuelle qu'il peut y avoir. C'est qu'est-ce que je peux apporter à une collaboration. On parle d'IP. Nous, par exemple, on a le tracé du circuit qui vient compléter. On parlait de brand book, de cahier de style. C'est des choses qui sont aussi importantes à mettre en place. On ne peut pas arriver sans contenu pour pouvoir développer
sa marque? Alors moi, mon conseil, ce serait voir loin, ce qui veut dire gommer toutes les intentions court-termistes de gains immédiats. En fait, le travail de licence, c'est un travail de long terme. C'est sur du temps long. C'est du temps long. Et si les bases ne sont pas posées correctement, on risque de perdre beaucoup d'énergie à soit rattraper le coup, soit essayer d'empiler quelque chose qui n'est pas très stable. Après toutes ces années passées à gérer la marque des 24 heures du Mans, est-ce qu'il y a une règle non écrite que vous auriez pu découvrir et que vous pourriez transmettre à tout détenteur de marque? Il faut avoir une capacité d'écoute au global, c'est-à-dire capacité d'écoute de son propre marché, du marché dans lequel on souhaite pénétrer au regard de la collaboration, du client final. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut avoir une curiosité aussi pour pouvoir bousculer cette notion de cadre dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose, voilà, si vous êtes focus, vous serez très, très vite enfermé, en fait. Et paradoxalement, c'est quand même la licence, c'est un secteur qui a de nombreuses zones d'expression à l'échelle économique. Hein. On en parle dans l'entertainment, on en parle dans le textile, on en parle présentement dans les événements sportifs, mais il n'y a pas d'école de licence, ça n'existe pas. Il n'y a aucune formation en licence pure qui existe. Peut-être que ce podcast motivera certains à réfléchir sur le sujet. Mais donc le conseil que je donnerais, c'est, puisqu'il n'y a pas d'apprentissage de base, c'est de rester dans un apprentissage permanent, de rester à l'écoute du marché, de remettre en cause les convictions, d'ouvrir les chakras. En fait, voir loin, c'est pas forcément voir loin avec des œillères. C'est vraiment, ça rejoint un peu ce que dit Sandrine, mais c'est de rester vraiment à l'écoute du marché et de ne rien s'interdire en termes d'exploration. En parlant de projection, si dans 20 ans, vous deviez espérer que la marque des 24 heures du Mans transcende quelque chose ou conserve quelque chose, ce serait quoi? Il faut absolument qu'elle reste fidèle à elle-même. C'est quelque chose qui la rend désormais incontournable, en fait. Les gens ont besoin de s'inscrire sur des piliers, des socles qui sont forts, qui véhiculent une image, un esprit d'équipe, parce que voilà, il y a aussi ça fédère. Donc j'espère que nos successeurs auront toujours à cœur de porter ce projet comme tel. Et puis voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire des produits perdureront, inspireront et connaîtront peut-être des deuxièmes générations, comme on a pu voir pour les jeux vidéo, le Web 3, et puis que sais-je encore. François, si je te donnais le mot de la fin. Le mot de la fin serait plutôt la formulation d'une envie qui aujourd'hui nous anime et qui doit continuer dans les années à venir. C'est maintenir la singularité des 24 heures du Mans et donc de sa marque, faire en sorte qu'elle poursuive sa route vers le côté incontournable et de ce qu'elle incarne, qu'elle demeure une marque française avec un rayonnement international et aussi porteuse de beaucoup d'innovation, de modernité. Les 24 heures du Mans, la course, c'est un laboratoire technologique, c'est beaucoup d'investissements mis sur l'innovation, sur le travail avec nos partenaires constructeurs, des programmes qui sont en ce moment dans les tuyaux, voire déjà sur la piste. Bref, c'est un ensemble, c'est de maintenir cette singularité et puis l'incarnation de la marque à travers des territoires et des audiences aussi larges soient-elles. Écoutez, magnifique. Il est temps de conclure. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à cette émission. J'ai vraiment adoré parler de la marque des 24 heures du Mans avec vous deux. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir continuer à faire du licensing de cette marque magnifique, son plus beau reflet. Merci en tout cas d'avoir été dans la licence sa marque à mes côtés. Merci beaucoup. Avec plaisir. Les 24 heures du Mans ne sont pas seulement une course, c'est une histoire qui dure depuis plus d'un siècle, une culture, une émotion partagée par des générations de passionnés. Ce que l'on retient de cet échange aujourd'hui, c'est qu'une grande marque ne vit pas seulement sur un circuit ou un logo. Elle s'offre concrètement à travers ses objets dérivés, les collaborations et les histoires que l'on construit autour d'elle. Et dans le cas des 24 heures du Mans,
chaque licence devient finalement une manière de prolonger cette légende bien au-delà de la course. Merci à Sandrine et à François de nous avoir ouvert les portes de la marque des 24 heures du Mans. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles rencontres et de nouveaux épisodes de la licence Samarc. Ciao les amis.